De Herbert West, qui fut mon ami à l'université comme à la ville, je ne puis parler sans une irrépressible terreur. Cela est dû davantage au travail étrange auquel il avait consacré sa vie qu'à la manière sinistre dont il a disparu voici peu de temps. Ses recherches ont commencé il y a plus de 17 ans, alors que nous étions tous deux élèves de 3e année de médecine à l'université de Miskatonic à Arkham. Tant que nous étions ensemble, ses expériences diaboliques me fascinaient. Or, j'étais son plus proche compagnon. Aujourd'hui, il est mort et le charme maléfique est rompu. Ma frayeur n'en est que plus grande. Les souvenirs ont toujours quelque chose de plus inquiétant que la réalité. Le premier incident qui survint pendant notre amitié fut le plus grand choc que je ressentis jamais, et c'est à contre-cœur que je le raconte. West, au cours de nos études, s'était déjà signalé par son étrange théorie sur la nature de la mort. Celle-ci, selon lui, pouvait être vaincue artificiellement. Sa pensée, tournée en dérision par nos professeurs et nos condisciples, reposait sur le caractère essentiellement mécanique de la vie. Il voulait agir sur la machine organique de l'homme par une action chimique appliquée après l'arrêt des processus naturels. Au cours de ses expériences sur des êtres animés, il avait tué un nombre incroyable de lapins, de cobayes, de chats, de chiens et de singes. Il représentait pour l'université un véritable fléau. À plusieurs reprises, il était parvenu à observer des signes de vie sur des animaux prétendus morts. Des signes faibles et parfois des signes intenses. Mais il dut bientôt s'avouer que le perfectionnement de ces procédés exigerait une vie entière de recherche. Puis il s'aperçut que le même traitement agissait différemment sur des espèces vivantes distinctes. Pour aller de l'avant et progresser, il lui fallait trouver des sujets humains. C'est là que, pour la première fois, il se heurta ouvertement aux autorités de l'université. Ce fut le doyen de la faculté de médecine en personne, le généreux savant Dr. Alan Halsey, dont les travaux en faveur des paralytiques sont célèbres, qui lui interdit la poursuite de ses expériences. J'avais toujours montré une tolérance exceptionnelle envers les recherches de mon ami, et nous discutions souvent de ces théories dont les ramifications et les corollaires étaient presque infinis. Je partageais son avis, selon lequel toute vie est un processus chimique et physique, la prétendue âme étant un mythe. Mon ami croyait que la réanimation artificielle d'un mort ne dépendait que de l'état des tissus et que, à moins que la décomposition n'ait déjà commencé son œuvre, un cadavre pourvu de tous ses organes pouvait, grâce à des mesures appropriées, être réintégré dans ce curieux processus qu'on appelle la vie. West se rendait parfaitement compte que la vie physique ou intellectuelle pourrait alors être affectée par une légère détérioration des cellules du cerveau extrêmement sensibles, due même à une brève période de mort. Au début, il avait espéré découvrir un élément qui rendrait la vitalité avant la mort effective, et seuls ses échecs répétés sur les animaux lui avaient démontré que les mouvements de la vie naturelle étaient incompatibles avec ceux de la vie artificielle. Il se mit alors à rechercher des spécimens extrêmement frais, injectant ces solutions immédiatement après l'extinction de la vie. C'est ce détail qui rendit les professeurs sceptiques, car ils pensaient que la mort véritable ne s'était pas produite. Ils ne s'attardèrent pas à examiner le problème d'une manière plus rationnelle. Ce fut peu de temps après que les professeurs lui eurent interdit ses travaux que West me confia sa résolution de se procurer des corps frais par différents moyens pour continuer en secret ses expériences. L'entendre discuter des différents moyens était assez effrayant, car à l'université, nous ne nous étions jamais procuré des spécimens anatomiques par nous-mêmes. Chaque fois que la morgue ne pouvait répondre à la demande, deux noirs se chargeaient de l'affaire, et on les interrogeait rarement. West était alors un jeune homme petit et mince, aux traits délicats, portant des lunettes, aux cheveux blonds, aux pâles yeux bleus et à la voix douce, et il était étrange de l'entendre discuter des mérites respectifs du cimetière de Christchurch et de la fosse commune, parce que pratiquement tous les corps de Christchurch étaient embaumés, ce qui compromettait ses recherches. À cette époque, j'étais son assistant actif et enthousiaste. Je l'aidais à prendre toutes ses décisions, non seulement en ce qui concernait notre approvisionnement en corps, mais aussi pour trouver un endroit convenant à notre macabre besogne.
Ce fut moi qui pensai à la ferme déserte des Chapman, derrière Meadow Hill, où nous installâmes au rez-de-chaussée une salle d'opération et un laboratoire pourvu de rideaux sombres pour dissimuler nos activités nocturnes. Nous avions pris d'infinies précautions pour que d'éventuels promeneurs ne pussent apercevoir quelques lueurs insolites. La moindre imprudence nous eût conduit à la catastrophe. Si l'on nous découvrait, nous étions convenus de dire que nous avions installé là un laboratoire chimique. Peu à peu, nous équipâmes notre refuge scientifique avec du matériel acheté à Boston ou subrepticement emprunté à l'université. Nous nous procurâmes également quelques pelles et pioches pour les nombreux enterrements que nous allions avoir à faire dans la cave. À la faculté, on utilisait de coutume un incinérateur, mais cet appareil nous eût coûté trop cher. La présence des cadavres était un problème constant, même lorsqu'il s'agissait de ceux des petits cobayes utilisés par West dans sa chambre à la cité universitaire. Tels des vampires, nous étions à l'affût du moindre décès et surveillions sans cesse la chronique nécrologique locale. Nous exigions de nos spécimens des qualités particulières. Il nous fallait en effet des cadavres enterrés aussitôt après la mort, n'ayant subi aucun traitement pour leur préservation, de préférence non atteints de malformations et avec tous leurs organes. Nous préférions travailler, par conséquent, sur les victimes d'accidents. De nombreuses semaines durant, nous restâmes sans sujet d'expérience convenable, malgré nos entretiens avec les autorités et le personnel hospitalier à qui nous rendions visite au nom de l'université. Car nous avions découvert que l'université avait priorité de choix, si bien que nous allions devoir rester à Arkham pendant l'été, durant la période des vacances où les cours étaient réduits. Enfin, la chance nous sourit, car un jour nous eûmes vent d'un corps presque idéal dans la fosse commune. Un jeune homme vigoureux qui s'était noyé le matin précédent dans les temps de Sommer et qui avait été enterré aux frais de la ville sans délai ni embaumement. Cet après-midi-là, nous allâmes voir la vieille tombe et décidâmes de nous mettre au travail peu après minuit. Ce fut une tâche assez répugnante, même si, à ce moment-là, nous ne ressentions pas encore cette horreur particulière pour les cimetières que nos expériences ultérieures allaient provoquer en nous. Nous prîmes des pelles et des lanternes à huile, car si les torches électriques existaient déjà, elles n'étaient pas aussi satisfaisantes que les lampes à tungstène d'aujourd'hui. Déblayer la terre fut une tâche longue et sordide qui aurait pu être poétiquement funèbre si nous avions été des artistes et non des scientifiques. Nous fûmes contents lorsque nos pelles heurtèrent le bois. Quand le cercueil fut complètement découvert, West descendit, enleva le couvercle et sortit le corps. Je descendis également, et nous hissâmes le cadavre hors de la tombe, puis nous nous efforçâmes de rendre à l'endroit son apparence première. Tout cela nous rendait assez nerveux, et surtout la silhouette raide et le visage vide de notre premier butin. Nous parvînmes à effacer toute trace de notre passage. Quand nous eûmes remis en place la dernière pelletée de terre, nous enfouîmes le spécimen dans un sac de toile et nous marchâmes vers la vieille ferme de l'autre côté de Meadow Hill. Sur une table de dissection improvisée, à la lueur d'une puissante lampe à acétylène, il apparut que le spécimen, qui n'avait pas encore l'air d'un cadavre, avait été un jeune homme vigoureux et apparemment sans imagination, de type plébéien, aux épaules larges, aux yeux gris et aux cheveux bruns. Un animal en bonne santé, sans complications psychologiques et ayant possédé probablement la physiologie la plus simple et la plus saine. Maintenant les yeux fermés, il paraissait dormir, mais les tests savants de mon ami ne laissèrent aucun doute sur sa mort. Nous avions enfin ce que West avait toujours désiré, un mort de l'espèce idéale, prêt à subir l'injection de la solution préparée selon ses calculs précis et ses théories sur la vie humaine. Nous étions très tendus. Nous savions qu'il y avait très peu de chances de succès total, et nous ne pouvions nous empêcher de craindre les effets aberrants d'une réanimation partielle. Nous étions inquiets de l'état mental de la créature et de ses éventuelles impulsions, car dans les moments qui avaient suivi la mort, quelques cellules cérébrales extrêmement délicates pouvaient s'être détériorées. Moi-même, j'avais encore de curieuses notions sur l'âme telle que la conçoit la tradition, et je ressentais de l'angoisse à l'idée des secrets révélés par quelqu'un qui reviendrait de la mort.
Je me demandais ce que ce jeune homme tranquille pouvait avoir vu dans les sphères inaccessibles de l'au-delà, et ce qu'il pourrait raconter si on le ramenait à la vie. Par bonheur, ces questions ne me préoccupèrent pas longtemps, car je partageais en grande partie le matérialisme de mon ami. Il était plus calme que moi tandis qu'il injectait une grande quantité de son liquide dans la veine du bras du cadavre et faisait immédiatement une ligature. L'attente fut éprouvante, mais West ne faiblit pas. De temps en temps, il appliquait son stéthoscope et constatait l'absence de résultat. Au bout de 3/4 d'heure sans le moindre signe de vie, il déclara, déçu, que la solution était inadéquate. Mais il décida de tirer profit de cette occasion pour essayer de changer la formule avant de se débarrasser du corps. Nous avions creusé l'après-midi même une tombe dans la cave. Nous devions agir avant l'aurore. Il ne fallait compromettre aucune imprudence. D'ailleurs, le corps ne serait plus très frais la nuit suivante. Emportant donc la lampe à acétylène, nous laissâmes notre hôte silencieux sur la table dans l'obscurité et concentrâmes notre énergie à préparer une nouvelle solution. West recomposa sa mixture avec un soin presque fanatique. L'horrible événement se produisit soudain de façon tout à fait inattendue. J'étais en train de verser quelque chose dans un tube et West s'affairait au-dessus de la lampe à alcool qui faisait office de bec-benzène dans cette maison dépourvue de gaz quand, de la pièce noire que nous avions quittée, se firent entendre les cris les plus démoniaques que nous eussions jamais entendus. Le chaos de l'enfer n'aurait pas été plus épouvantable s'il avait laissé échapper l'agonie des damnés, car dans cette cacophonie inconcevable étaient réunis toute la terreur surnaturelle et le désespoir suprême d'une créature animée. Ce n'était pas humain. Il n'est pas dans le pouvoir de l'homme d'émettre de tels sons. Et sans plus penser à notre activité, ni à nos éventuelles découvertes, nous bondîmes vers la fenêtre comme des bêtes traquées, renversant les tubes, la lampe et les corps nus, nous ruant comme des fous dans les ténèbres de la nuit. Je pense que nous hurlions à en perdre la voix, tandis que nous courions comme des insensés vers la ville, mais en atteignant les faubourgs, nous nous maîtrisâmes suffisamment pour avoir l'air de fêtards attardés revenant péniblement d'une nuit d'orgie. Nous ne nous séparâmes pas, et nous nous glissâmes dans la chambre de West, où nous restâmes à chuchoter à la lueur de la lampe à gaz jusqu'à l'aube. Nous eûmes le temps de nous calmer un peu à l'aide de théories rationnelles et de plans de recherche, si bien que nous nous endormîmes enfin au lever du jour et n'assistâmes point au cours. Mais ce soir-là, 2 articles dans le journal sans aucun lien entre eux nous empêchèrent de trouver le sommeil. La vieille maison abandonnée des Chapman avait inexplicablement brûlé et était réduite en cendres. Cela nous le comprîmes parfaitement à cause de la lampe que nous avions renversée. Deuxième nouvelle, on avait essayé d'ouvrir une tombe récente dans la fosse commune, et la terre semblait avoir été labourée par des ongles sans aucun outil. Cela nous ne le comprîmes pas, car nous avions soigneusement égalisé la terre sur la tombe. 17 années durant, après cet événement, West regarda fréquemment par-dessus son épaule en déclarant qu'il entendait des pas dans son dos. Aujourd'hui, il a disparu.